Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission non pas une, mais deux invités au parcours incroyable, puisqu'il s'agit de Nathalie et Justine Hutto, un duo mère-fille qui partagent la même passion pour le trail running et qui n'hésitent pas à repousser ensemble leurs limites en participant aux plus belles courses à travers le monde. Nathalie, je vais commencer en te souhaitant la bienvenue en première, parce que tu es la maman. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Bonjour Guillaume, ça va très bien. Merci beaucoup, merci de me recevoir, c'est très gentil. C'est un plaisir. Et notre second invité est la fondatrice de la marque de soins naturels Respire. Souvenez-vous, nous avions eu la chance de la recevoir l'année dernière dans le podcast pour découvrir son parcours et la relation particulière qu'elle a avec le sport. Justine, merci de revenir nous voir. Comment ça va toi ? Ça va super bien. Hello à tous, je suis ravie d'être là. Un grand merci Guillaume. Et je vous remercie vraiment parce qu'il y a quelques jours seulement, vous avez bouclé toutes les deux la MCC, un trail de 40 km autour de Martigny-Combes à Chamonix, avec pas moins de 2300 mètres, je crois, de dénivelé positif. C'est une course qui a lieu dans le cadre de la semaine de l'UTMB. Alors, pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas encore, même si je doute qu'il y ait des auditeurs qui ne connaissent pas l'UTMB, mais c'est vraiment le grand rassemblement du trail international. Malheureusement, comme vous le savez, l'année dernière, l'UTMB n'a pas eu lieu à cause du Covid. Donc forcément, cette année, j'imagine qu'il va y avoir une ambiance un petit peu particulière sur la ligne de départ. C'est sûr. D'autant plus, je crois que c'était la première course, la MCC. La première question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est comment est-ce que ça s'est passé cette course ? Est-ce que vous avez bien profité de ce retour un peu à la compétition et les ambiances des pelotons, du public, voilà, comment vous avez vécu un petit peu tout ça ? Déjà, rien que le fait de remettre un dossard, ça fait du bien, quoi. On n'attendait que ça. Donc en plus, sur un événement, l'UTMB, c'est juste incroyable, quoi. Enfin, pour moi, c'est un rêve. Franchement, c'était un rêve de venir ici. Alors participer à une course, je n'imaginais même pas. Donc là, c'est une opportunité incroyable. Et ça s'est très bien passé. La course s'est bien passée, ça va, c'était pas trop difficile ? La course s'est super bien passée. C'était vraiment un rêve de passer la ligne d'arrivée d'une des courses de l'UTMB, parce que c'est la même ligne d'arrivée finalement pour tout le monde à Chamonix. Quand on l'a vu la veille, au moment où on était chercher notre dossard, franchement, j'arrive même pas, je sais même pas si on y croyait vraiment. On se disait, ok, on a 10 heures pour faire cette course. Et dans notre tête, on n'était même pas sûr d'être capable de le faire en moins de 10 heures. Parce qu'on est des coureuses amatrices. On court relativement souvent, mais on ne fait pas des super temps. Et donc, mettre 10 heures, c'était quand même un exploit. Enfin, fallait quand même avancer, il ne fallait pas faire que marcher. Et donc, cette course s'est plutôt bien passée. On a mis 9h06. On l'a fait en famille. Donc, il y avait ma mère, il y avait mon père et une amie, Sixtine. Et c'était juste magique de pouvoir le courir tous les quatre. Mais au-delà d'être tous les quatre, on était avec tous les coureurs de cette course de la MCC et puis tous les supporters partout sur le parcours. Et ça, c'est vraiment magique et c'est ce qui nous donne cette force à chaque course, à chaque fois qu'on enfile un dossard. Dans des conditions incroyables, parce que ça fait beau temps, il faisait pas trop chaud. Je crois que les conditions, là, on ne pouvait pas rêver mieux. Ils avaient annoncé de la pluie et puis au fait, pas de pluie du tout, juste superbe. Pour être honnête, il y a 2 semaines avant la course, je ne faisais que pester parce que je me sentais pas prête, parce que je voyais la météo qui prévoyait de la pluie et je ne faisais que dire à ma mère, je ne sais pas pourquoi on s'est engagé là-dessus, je n'ai pas envie de la faire. Et en fait, le matin même, le moment où j'accroche le dossard avec les épingles, où je vois le soleil et je vois cette ligne de départ, j'ai des frissons, j'ai les poils qui s'irrissent, j'ai les larmes qui commencent à monter et j'ai juste une seule envie, c'est de passer cette ligne d'arrivée. C'est des récits qui font plaisir à entendre parce qu'on a vraiment été privé de compétition pendant près d'un an et demi et donc c'est extrêmement symbolique. Tu parlais de ta prépa, justement ta préparation pour cet objectif. Je crois savoir d'ailleurs, Justine, que tu as opté toi pour une préparation plutôt minimaliste, si je me trompe, si je me trompe pas. Très minimaliste, clairement. En fait, donc moi, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans maintenant que je cours. Et pour les marathons que j'avais fait, ou le premier half-marathon des Sables, donc les 120 km que j'avais fait dans le désert, je m'étais plutôt bien entraînée. J'avais un coach sportif qui me suivait. Et puis, c'est vrai que l'année Covid, je ne sais pas pour vous, les auditeurs qui nous écoutez, mais il y a eu un moment où, en fait, oui, je faisais du sport, mais j'étais beaucoup moins régulière. J'étais beaucoup moins dans ce truc-là de la compète, parce que j'ai besoin de cette carotte, j'ai besoin d'avoir cette ligne d'arrivée prévue pour m'entraîner. Et même si là, j'avais cette ligne d'arrivée prévue, je la réalisais pas. Je me disais à tout moment avec le Covid, elle aura pas lieu.
Et en fait, bon, du coup, tu le disais, j'ai lancé Respire et j'avais beaucoup de travail. Et puis avec le stress, parfois on a des petites douleurs qui se créent dans le corps. Donc j'avais une vraie douleur à la côte qui était là depuis 6 mois installée et qui m'empêchait en fait de faire du sport. Donc quand tu parles d'entraînement minimaliste, c'est que vraiment j'allais courir le peu que je pouvais ou tant que ça me faisait pas mal. Et puis voilà, mais après, je savais que cette course, on l'appréhendait en se disant on va marcher et on fera ce qu'on peut. Et en fait, je pense qu'on est tous capables, une fois qu'on a de l'énergie et de l'endurance, être capable de marcher pendant des heures et des heures. Et donc, pour moi, partir sur une course où je vais marcher pendant 9 heures, ça me fait pas peur. Et donc, tant qu'on a le mental, on dit souvent c'est 80% dans la tête. Donc, bien sûr, mes jambes, elles sont quand même endurantes, même si elles sont pas hyper entraînées. Le mental, il était vraiment présent et à aucun moment, il a flanché. Et c'est aussi parce qu'on était en famille et qu'on se soutenait pendant ces 9 heures. Mais c'est vrai qu'avec l'absence de compétition, de perspective, un peu d'objectif, on a été un peu, pas tout le monde, mais beaucoup de coureurs et de coureuses ont été un peu dans le ventre mou. Est-ce que du coup, maintenant, d'avoir remis un dossard, d'avoir revécu ces sensations, est-ce que ça t'a donné envie d'être un petit peu plus régulière peut-être sur les entraînements et de donner un nouveau objectif et de peut-être un petit peu mieux le préparer cette fois-ci? Ça tombe bien que t'en parles parce que depuis que j'ai reçu cette médaille sur cette ligne d'arrivée, depuis que j'ai eu ces larmes qui ont coulé sur cette ligne d'arrivée et que je regarde en boucle les images de cette course, les photos, les vidéos, je n'ai qu'une envie, c'est limite, là j'ai des courbatures de dingue, mais je pourrais repartir ce soir. Tu sais que tu as l'UTMB vendredi. Non, mais quand même pas. Mais vraiment, ça donne tellement d'adrénaline et tellement d'émotions que tu n'as qu'une envie, c'est de rechausser tout de suite tes baskets et de repartir sur une nouvelle course. Et toi, Nathalie, comment est-ce que tu as préparé cet objectif? Je crois savoir que dans la famille, c'est peut-être toi la plus sérieuse en matière de préparation. C'est clairement elle. Disons que je suis un petit peu plus régulière. Je m'entraîne quand même régulièrement à faire des petites courses pas très loin de la maison, même pendant le Covid, j'y allais. Ensuite, pour l'UTMB, c'est vrai, pour la MCC, je faisais quand même des entraînements plus réguliers en montagne aussi. J'ai eu l'occasion de venir justement dans la vallée des Écrins, dans la vallée de la Vanoise aussi, pour m'entraîner un petit peu. Le GR34 en Bretagne, donc j'ai fait pas mal de rando trail au fait. Donc le cardio est là. Voilà, je n'étais pas trop inquiète. Je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Bon, de toute façon, je sais très bien qu'en montant, je vais surtout marcher. Je sais très bien qu'en descendant, je vais essayer de dérouler au maximum. Donc, c'est ce que j'ai fait, comme quand je m'entraîne, au fait. Et finalement, ça réussit. On avait quand même la pression des barrières horaires à chaque fois. Heureusement, bien sûr, ouais. Heureusement, Justine, elle regardait le Live Run, l'application, qui était très bien faite, justement, pour voir si on allait arriver dans les barrières horaires sur les ravitaux à chaque fois. Et quand elle disait, c'est bon, on a un quart d'heure d'avance, c'est bon. Donc, en fait, ça nous remotivait. Donc, non, puis on était joyeux. Enfin, je sais pas, c'était pas le bagne, quoi. C'était quand même très sympa. Mais c'est ça qui est sympa et c'est aussi ce qu'on retrouve un peu dans l'ambiance cette semaine qu'on a à Chamonix. L'UTMB, c'est certainement l'une des courses les plus difficiles au monde. Il y a les meilleurs coureurs, il y a le top 10 là, quasiment des meilleurs coureurs trailers du monde qui sont présents. Et il y a quand même des courses plus accessibles. Tout le monde peut avoir, peu importe son niveau, on a le droit de participer à la fête et on va vivre l'arrivée, l'arche, les mêmes sensations. Et c'est surtout ça aussi qui fait un peu la magie. C'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Évidemment, il faut se préparer, il faut quand même avoir une bonne condition physique parce que ça reste du trail, de l'ultra. Mais voilà, tout le monde va pouvoir toucher un petit peu ce goût de l'UTMB. Et puis tu peux le vivre à ta façon, que ce soit en courant une des courses ou alors juste en étant sur cette ligne d'arrivée. Je vois des gens depuis lundi qui sont posés sur cette ligne d'arrivée et qui attendent une semaine juste à applaudir les coureurs qui passent. Et c'est ça qui fait la force vraiment de cette semaine. C'est vrai, même dans les restaurants, les gens, dès qu'on traverse, tout le monde, on est applaudi par tout le monde, qu'on soit le premier ou le dernier. C'est une ambiance assez incroyable. J'ai suivi tes stories, Justine, et tu as quand même fait quelque chose qui est quand même assez délicat. C'est que je crois savoir que tu t'es entraîné avec une certaine paire de chaussures, mais que tu as changé. Je crois que tu as opté pour une Columbia, une paire de chaussures, ce qu'il faut normalement jamais faire. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, attention, ça peut faire des ampoules et tout. Alors même si évidemment, Columbia, c'est une marque qui est quand même assez référente dans la montagne et qui maîtrise parfaitement, ils savent ce qu'ils font, mais on peut avoir des mauvaises surprises. Ouais. Toi, tu l'as fait. Alors c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas conseiller. Est-ce que ça s'est bien passé quand même, ce changement de chaussures? Ouais, alors déjà, la maman les avait testées et elle m'a dit, elles sont incroyables. Et en fait, je les ai mises au pied. Alors je t'avais dit, je vais courir en ASICS Trail, c'est celle que je connais. Et en fait, j'ai mis les Columbia au pied la veille pour aller chercher mon dossard. Je les ai trouvées hyper légères, hyper souples et qui agrippent vraiment bien. Et en fait, disons que j'ai pas trop peur, moi, des nouvelles chaussures. Enfin là, j'avais pas peur. Et surtout, j'ai la crème miracle, la crème anti-frottement. Alors là, je m'en suis tartiné les pieds le matin et je n'ai pas eu une seule ampoule. Et en fait, ces chaussures, je n'ai aucun regret parce qu'elles étaient vraiment légères, vraiment agréables. Et en tout cas, elles m'ont permis de passer la ligne d'arrivée. Donc, c'était un risque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, tu sais, tu n'aurais pas dû. Oui, j'ai quand même passé la ligne d'arrivée et aujourd'hui, je suis capable de les remettre sans problème. Bon, tant mieux que ça soit bien passé, même si évidemment on ne conseille pas à nos auditeurs et auditrices de changer un peu la veille de chaussures.
Voilà, même si ça fait envie. Vous avez pu apercevoir sur la ligne de départ un certain Mike Horn et ses filles, je crois, parce qu'il a couru. Ouais. Alors c'est un grand explorateur qui est une personnalité extrêmement inspirante. Ça vous évoque quoi, vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez? Est-ce que ça vous a fait plaisir aussi un petit peu de courir à ses côtés? Oui, on apprécie énormément Mike Horn. Et d'ailleurs, j'avais emmené les filles il y a 2 ans au Grand Rex l'écouter pour une conférence, justement. Et justement, je sais pas, je trouve qu'avec ses filles, il avait l'air tellement proche qu'au fait, je suis carrément allée lui parler. Et Justine était avec moi. Et puis voilà, on a fait connaissance. Et au fait, c'est comme si on se connaissait déjà. Enfin, je sais pas, c'était une belle rencontre. Et sa conférence était d'ailleurs très, très intéressante. Et puis là, finalement, c'est vrai que quand on s'est revus, on avait l'impression de... on s'est suivis sur les réseaux aussi entre-temps. Donc, du coup, il y a une proximité qui était déjà là, quoi. Donc, c'était sympa. Et puis, alors, on s'est dit quand même, si Mike le fait et les filles, faut y aller, quoi. Donc, faut faire honneur. Voilà, faut faire honneur. On était motivés. Une petite pensée à Fred, parce que on pose souvent la question, la personne qu'on rêve le plus d'interviewer dans le podcast, et je sais que Fred rêve d'interviewer Mike Horn. Donc s'il nous écoute, s'il passe par là, qu'il n'hésite pas. Mike Horn, il faut que tu viennes ici. Il est la bienvenue. Donc voilà. Nathalie, alors toi Justine, c'est la 3e fois, je crois que tu viens sur cette semaine à l'UTMB à Chamonix. Nathalie, pour toi, c'est la toute première fois. Oui. Tu es habituée à l'ambiance des courses, soit sur route, sur trail, tu parcours un peu l'Europe, le monde même, donc tu t'y connais bien. Est-ce que toi aussi, tu n'as pas trouvé qu'il y a quand même une atmosphère particulière à Chamonix pendant cette période? Ah si, vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. La preuve, c'est qu'on était venus pour 3 jours et finalement, on repart samedi, quoi. On est encore là, on est resté une semaine, quoi. Non, c'est incroyable, quoi. Enfin, je sais pas, on est porté et je trouve que d'autant plus quand on a fait une course, on se rend vraiment compte. Et comme disait Justine tout à l'heure, quand on voit tous les arrivants de toutes ces courses-là et tout, on a envie de les applaudir tout le temps. C'est une fête déjà, enfin, je sais pas, tout est très, très bien organisé, les bénévoles, les supporters. Il y a beaucoup de bienveillance, on la sent oui, vraiment. Voilà, déjà la bienveillance sur place, mais alors aussi toute l'organisation en amont, c'est-à-dire que l'UTMB, depuis l'inscription, on reçoit des textos, des mails et tout ça. Je sais pas, c'est impossible d'avoir oublié un truc parce qu'il faut du matériel obligatoire aussi quand on part, hein, quand même, on part pas les mains dans les poches. Et c'est vrai que, non, franchement, tout, puis c'est vrai qu'on a le beau temps aussi, on a beaucoup de chance, donc du coup, c'est vrai que c'est tout bonus, quoi. Et puis surtout, on ne rencontre que des personnes qui partagent une passion commune, c'est le trail, c'est l'amour de la nature, et c'est ça qui fait la beauté vraiment de toutes les personnes qu'on croise ici. Et du coup, c'est la 3e fois que je viens, et je pense que ce n'est clairement pas la dernière, parce que à chaque fois que je suis sur cette ligne d'arrivée et que je vois des gens passer une ligne d'arrivée, j'ai envie de pleurer. Ça me donne des émotions et croyez pas que je pleure tout le temps. Je pense que ça crée des émotions chez tout le monde quand on voit à quel point on se met dans le mal, mais à quel point ça rend heureux et fier de passer cette ligne d'arrivée. Mais vraiment, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, si un jour vous avez l'occasion de passer une tête pour aller voir les coureurs, même si vous participez pas, mais participer à cette grande fête, vraiment n'hésitez pas à venir faire un tour. Déjà Chamonix, l'été, c'est assez incroyable pour courir, pour faire des randonnées, vous avez vraiment plein de choses à faire et goûter à cette ambiance-là, même si vous aimez pas le trail, même si vous êtes plutôt route, plutôt piste, vraiment c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Je peux vraiment que vous recommander d'aller faire un tour là-bas. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à votre histoire et plus particulièrement la tienne, Nathalie. Tu as la tête d'une famille qui est composée de 4 membres avec Olivier, ton mari, Justine, Julia qui sont tes 2 filles et une chose qui est sûre, c'est que vous partagez tous ensemble la même passion pour le sport et aussi le goût pour le dépassement de soi. Pourtant, à la base, votre famille n'était pas forcément la plus sportive qu'une autre, en tout cas, mais malheureusement, tout a changé à la suite, je crois, d'un événement assez dramatique. En 2000, tu souffres d'un grave problème intestinal et les médecins redoutent malheureusement un cancer. Tu as été un peu une semaine dans la spéculative et j'imagine qu'on doit cogiter 3 semaines. Avant d'avoir le diagnostic sur ça. Et heureusement, ça n'a pas été un cancer, mais tu as quand même été hospitalisé pendant 3 semaines. En plein mois d'août. En plein mois d'août, l'été, c'est pas forcément la même période que maintenant d'ailleurs. Tiens. La meilleure période. Et suite à ça, ton regard sur le monde et aussi sur toi a changé pour la première fois. Tu as décidé de chausser tes baskets et d'aller courir. Est-ce que tu te souviens un peu dans quel état d'esprit tu étais à cet instant-là? Parce que c'est ça un peu qui a déclenché la toute première fois le goût pour la course à pied. C'est ça, donc j'avais 34 ans, donc mes filles avaient, donc Justine avait 6 ans
Et Julia avait 8 ans. Et au fait, en effet, de mon lit d'hôpital, au fait, je voyais le ciel bleu dehors. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que je fasse quelque chose quand je sors d'ici. Parce que finalement, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être passée à côté du correctionnel, quoi, que j'allais peut-être y rester. Et donc, je me suis dit, quand je sors d'ici, il faut absolument que je vive. Il faut que je fasse du sport, il faut que je sois dehors dans la nature et tout. Il faut profiter de la vie. Voilà. Et donc, en fait, je suis sortie de là et je me suis dit, j'avais des amies qui couraient, des copines, et elles me disaient, mais viens courir avec nous, ça va te faire du bien et tout. Puis, j'osais pas, j'avais honte, j'avais jamais couru de ma vie. Donc, je suis allée toute seule, 10 minutes dans le parc, point de côté, je m'assois, je m'arrête, je reprends. Est-ce que tu aimais la course à pied déjà avant ou c'était un truc que tu aimais pas du tout? Mais pas du tout. C'est juste que les filles me proposaient, les copines me proposaient. Olivier courait un petit peu quand même. Donc, Olivier était plus sportif que moi parce que moi, j'étais plus petite fille sage, la danse classique, le dessin, des choses comme ça, mais pas du tout de sport. Bon, ma famille, mon père était très, très sportif. Lui, par contre, je le voyais souvent partir avec son sac pour aller au foot ou au tennis. Voilà, mais donc vélo, tout ça. Bon, pas moi. Bon, là, je me suis dit, pourquoi pas, faut que je m'y mette. Donc, j'ai commencé toute seule. Et puis, finalement, mes copines ont insisté, mais viens avec nous dans la forêt, tu vas voir, c'est sympa. Et au fait, j'y suis allée 1 fois, 2 fois. Et puis, voilà, ça a continué comme ça, 3 fois par semaine, 30 minutes. Et puis voilà. Et après, on est passé à autre chose plus tard, mais beaucoup plus tard. Et tu as tout de suite accroché ou au début, c'était quand même un peu la corvée d'y aller? C'était plus pour faire plaisir aux copines? C'était un peu la corvée, mais en même temps, retrouver des copines, c'est ce que je dis, c'est une sorte de thérapie, quoi. On parle de tout, de la pluie, du beau temps, des enfants, voilà, des recettes de cuisine, hein, tout y passe de toute façon dans ces cas-là. C'est un moment pour soi aussi. Hein. Voilà, on appelle ça les blabla run en fait. Hein, on court, on est contente de se retrouver entre filles et puis voilà, donc ça fait du bien en fait. On peut partir complètement stressé parce que c'était le rendez-vous 8h30, on arrive stressé et puis là, il suffit de faire 1 kilomètre et ça y est, le stress il est passé quoi. Donc en fait voilà, et je me suis vraiment rendu compte que c'est ce que j'avais besoin quoi. C'est ce qui me manquait dans ma vie. C'est un peu comme une pièce manquante finalement, quelque chose finalement, qui. Franchement, je pensais pas que le sport m'apporterait autant à cette époque-là déjà. Et puis après, au fur et à mesure, au fait, après toutes ces années, je me suis rendu compte que c'était devenu une hygiène de vie indispensable quoi. Je pourrais plus m'en passer. Je peux me passer d'un tas de choses maintenant, voilà, c'est ça. Beaucoup de choses matérielles, mais le sport, non, c'est avant tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, finalement, pendant très longtemps, ta pratique s'est cantonnée à retrouver des copines, plutôt une pratique qu'on peut appeler sport santé. Voilà. Et un jour, tu as eu l'idée de te lancer sur marathon, je crois juste avant tes 50 ans, parce que c'était symbolique pour toi justement de devenir marathonienne. Pourquoi justement c'était te lancer un défi qui était presque fou parce que tu avais très peu d'expérience, et pourquoi tu as eu cette envie d'être marathonienne avant tes 50 ans? Donc avant mes 50 ans, j'avais 9-10 kilos en plus et j'étais à Cannes parce que maman habite à Cannes. Je me baladais sur la Croisette et je voyais cette magnifique affiche au mois de novembre, le marathon Nice-Cannes. Et je me suis dit, mais courir un marathon finalement en bord de mer, ça doit être juste génial. Donc en fait, dès que je suis rentrée, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu que le parcours était juste sublime. Donc j'ai dit finalement, l'endroit, je connais. Donc il suffirait que j'aille dormir chez ma maman, que je parte donc de Nice et que j'arrive à Cannes, que je fasse un marathon. Et donc dès que je suis rentrée chez moi à Paris, au fait, je me suis inscrite sur Internet. Je l'ai dit à mon mari qui m'a dit, mais t'es complètement folle, hein, compte pas sur moi du tout pour te suivre. C'est clair. C'est pas le plus simple. Il est très beau, mais c'est pas le plus simple en plus. Hein. Voilà. Bon, moi, je me suis dit, je sais pas, je vais voir. De toute façon, j'ai 1 an. Hein. Je me suis inscrite début décembre. J'avais 1 an pour le préparer. Et donc, du coup, à partir de janvier-février, j'avais mon anniversaire, donc mes 50 ans au mois de mai. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va. Là, je regarde les prépas, tout ça sur Internet. Je demande sur Instagram aussi des conseils. Donc, je trouve un plan d'entraînement. Et ensuite, évidemment, je me dis aussi, avec quelques kilos en moins, ce serait bien aussi. Et donc, voilà. Donc, après, c'est tout un programme qui commence, au fait, aussi bien alimentaire que sportif. Et au fur et à mesure, comme ça, finalement, arrivée à mes 50 ans, c'était pas encore le marathon, mais déjà à mes 50 ans, j'étais déjà beaucoup mieux dans ma peau. Et ensuite, les quelques mois plus tard, donc au mois de novembre, le marathon est arrivé. Et après, finalement, je me suis pas retrouvée seule du tout sur ce marathon. Je devais y être seule parce que mon mari ne voulait pas y aller. Et puis finalement, il a décidé, au cours de l'été, comme on s'entraînait ensemble en vacances, il me dit, mais finalement, j'irais peut-être bien quand même faire ce marathon avec toi. Je pourrais peut-être le faire en relais, comme il existe donc aussi ce marathon en relais, donc 20 km, une première personne et un relais, donc une deuxième personne. Donc il voulait trouver un ami qu'il n'a jamais trouvé. Donc finalement, il me dit, tant pis, je m'inscris au marathon. Et puis tant pis, à Antibes, au bout de 20 km, si j'en peux plus, j'arrête.
Et voilà, c'est parti comme ça. Et il est venu avec moi. Et Julia, là-dessus aussi, à la dernière minute, Justine ne risquait pas de venir parce qu'elle était au Canada. Et Julia, à la dernière minute, pareil. Moi, je fais comme papa. Je m'inscris pour le marathon et je m'arrête au bout de 20 km. Ça a insufflé une espèce de dynamisme. Mais il y a vraiment eu un tournant dans ta pratique sportive, notamment à travers les compétitions, notamment aussi à travers les plans d'entraînement. C'est à 50 ans. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu peut-être pas professionnaliser un peu plus, mais peut-être plus sérieuse et plus t'impliquer même émotionnellement? Et puis la course à pied, j'ai l'impression qu'elle a pris une place. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de suivre sur les réseaux sociaux et ça a pris une place extrêmement importante. Pourquoi c'était finalement à 50 ans, plutôt l'âge où généralement les gens arrêtent le sport? Parce que les filles étaient grandes, ça y est, plus personne n'avait besoin de moi. Donc en fait, je me suis dit maintenant, il est temps de m'occuper de moi. Voilà. Je sentais que ça faisait du bien pour mon équilibre. C'est une sorte de discipline. Donc, je me suis dit, voilà, c'est une nouvelle vie, quoi. Hein. C'est un peu comme ça, une nouvelle vie, quand j'ai l'impression de c'est une nouvelle vie qui commence, finalement. Voilà. Un nouveau chapitre, au fait. Et c'est génial. Et si on me demande pourquoi je fais ça, je suis très heureuse de faire ça. À la limite, je serais peut-être même plus heureuse maintenant qu'avant. J'ai l'impression de me sentir encore en forme, jeune, aussi par rapport à mes filles. Je me dis aussi peut-être que c'est une façon de ne pas vouloir vieillir aussi et de ne pas... de garder quand même la forme. Voilà. Justine, quand ta maman t'a annoncé qu'elle allait se lancer sur marathon, j'imagine que tu as dû la prendre pour une folle. Comment est-ce que toi, tu as appris cette nouvelle? Tu te dis c'est une nouvelle lubie ou est-ce que ça commençait vraiment à prendre de la place dans sa vie, à en parler? Tu as vu que ça montait, que c'était quelque chose qui la passionnait, quoi, réellement. Moi, j'ai clairement pas compris. Quand elle m'a dit je vais courir un marathon, moi, je courais pas du tout. J'étais au Canada, je faisais mes études, j'étais plutôt dans le sport d'après-soirée à la salle le lendemain avec les copines. Détox. Le sport ce qui ne marche pas, hein, ce qui est souvent pas... Mais j'étais pas du tout dans la course à pied, je comprenais pas. Et en fait, c'est vrai que je l'ai vu... alors c'est vrai que depuis toute petite, je l'ai toujours entendu partir faire ses joggings, ses footings avec ses copines. Donc je la voyais toujours dans le sport, mais quand elle m'a annoncé qu'elle voulait faire son premier marathon, avec ma sœur, avec Julia, on n'a pas vraiment compris. On s'est dit, ok, d'un côté on est fiers d'elle, on est contente, mais on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis en fait, on l'a vue prendre de plus en plus de plaisir, se discipliner. Elle parlait de discipline et c'est vrai qu'elle a été hyper exigeante avec elle-même pendant cette année-là. Alors moi, j'étais à distance, mais je l'ai vue perdre du poids drastiquement. Tu le disais, maman, c'était 9-10 kilos de plus que tu avais. Moi, j'ai même pris peur. À un moment, j'ai dit, mais attends, jusqu'où tu vas avec la perte des kilos? Et en fait, c'était son moyen de se sentir bien et je l'ai compris en fait quand je suis rentrée de Montréal et que surtout ils avaient déjà couru leur pré-marathon, que je les ai suivis à distance. J'étais à fond, c'est comme le live run là, pendant l'UTMB, j'étais à fond sur l'application pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Quand ils ont passé la ligne d'arrivée et que je les ai eus en FaceTime et qu'ils avaient les larmes aux yeux et qu'ils étaient hyper fiers, moi j'avais les larmes aux yeux aussi et j'ai dit je veux faire la même chose. Et quand je suis rentrée de Montréal et que j'ai retrouvé du coup la famille, vivre avec eux dans la maison, en fait, j'ai compris à quel point ma mère était devenue une femme épanouie et qu'elle avait changé, qu'elle avait évolué depuis que moi j'étais partie faire mes études au Canada et qu'elle avait trouvé son truc qui la rend heureuse et que surtout ce qui la rend encore plus heureuse, c'est de le partager. Et moi, du coup, même si j'acceptais de comprendre sa nouvelle lubie de marathon, de course, je comprenais toujours pas que ça puisse me plaire un jour. Mais je me suis dit, je vais tenter. Et puis c'est elle qui m'a pris par le bras et qui m'a dit, je vais te coacher. Et si tu veux, on va courir ton premier semi ensemble. Puis après, un jour, on fera ton premier marathon ensemble. Et du coup, ça, c'était début 2017. Et elle m'a pris par le bras, mais vraiment tous les matins, je pestais, je voulais pas mettre mes pieds dans les baskets. Et en fait, elle m'emmenait courir 3 km, 4 km. Et elle me disait, sans cesse, elle me rassurait en me disant, tu marches un peu, tu reprends ton souffle, après on reprend. Et ça a été une vraie coach pour moi. Elle m'a vraiment aidée. Et c'est comme ça qu'on a fait finalement, quelques mois après, mon premier semi-marathon, c'était le semi de Paris. Puis, moins d'1 an après, mon premier marathon. Et je suis tellement heureuse qu'elle ait découvert cette passion-là et qu'elle ait eu envie de la partager à toute la famille. Et qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans, ma sœur en a 29, et qu'on se dise qu'en fait, on a une passion commune familiale qui nous permet de nous retrouver quand on veut sur des événements aussi beaux à travers le monde et pouvoir courir en famille. C'est magique. Justement, maintenant, c'est vraiment un peu les réunions de famille, c'est l'activité un peu commune. Et Nathalie, j'ai l'impression que tu as un peu cette capacité-là aussi à fédérer, à tirer un petit peu les gens vers le haut, à ce qu'ils te suivent. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, ce sport en famille? Est-ce que ça a ressoudé les liens, j'imagine? Est-ce que peut-être tu as redécouvert tes enfants, la relation peut-être que toi, Justine, tu as avec ta sœur? Est-ce que tu as identifié des choses un petit peu qui ont évolué dans le caractère, dans l'attitude, dans peut-être la confiance? Est-ce que tu as vu tes filles changer avec la course à pied? Surtout la confiance, oui, parce que c'est ça, quand on a réussi une course, au fait, c'est un challenge au fait qu'on se fait. Et donc, du coup, quand on réussit, quand on a
la médaille, on est tellement fiers. Donc oui, déjà de la fierté, de la confiance en soi, c'est clair. Et puis, de toute façon, je me dis que le sport, c'est indispensable. Je crois que c'est une hygiène de vie. Les filles, elles s'en rendent bien compte elles-mêmes que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent bien aussi dans notre peau. Donc, Et puis finalement, la naissance de Respire, elle est pas directement, mais elle a quand même une histoire commune avec la course à pied. Et puis aujourd'hui, tu es quand même très suivi par des coureurs et des coureuses. Et Respire est une marque qui parle beaucoup aux coureurs à pied. Donc, on parle du destin des fois, mais c'est vrai que finalement, s'il n'y avait pas eu ce marathon Niskan, est-ce que tu penses que ta vie elle aurait été différente, Justine ? Complètement. Moi, c'est vraiment le fait que ma mère se soit mise dans la course à pied, qu'elle nous ait mis toute la famille, que j'ai eu l'envie de m'y mettre aussi, que j'ai eu l'envie de me mettre sur les réseaux sociaux pour trouver de la motivation. Et c'est de fil en aiguille, la communauté que j'ai créée avec ces passionnés de course à pied qui m'a donné envie de lancer Respire derrière. Je pense que ma vie aurait été complètement différente si maman ne s'était jamais inscrite à ce marathon Niskan. C'est dingue le destin quand on se rend compte. Et puis, tu disais qu'est-ce que ça a changé. Moi, je le dis souvent, mais la course à pied m'a donné une confiance en moi que je n'avais vraiment pas. Parce que le jour où tu te dis j'ai envie de faire mon premier marathon, tu te dis en fait, j'en ai aucune idée si je suis capable de courir 42 km et de passer la ligne d'arrivée. Et le jour où tu passes cette ligne d'arrivée, tu te dis je suis capable et en fait ma seule limite c'est moi-même. Et donc si je me fixe des objectifs qui sont certes atteignables mais difficiles, mais il va falloir travailler pour atteindre ces objectifs, et t'y vas et tu vas les chercher. Et du coup c'est des objectifs sportifs, mais finalement après c'est des objectifs dans ta vie perso, des objectifs dans ta vie professionnelle. Et moi c'est ça qui me pousse tous les jours à avancer. Et là rien que la MCC que j'ai fait lundi, je pensais pas être capable finalement de le faire dans cette barrière horaire. Je l'ai fait, et aujourd'hui, cette semaine... Avec une heure en plus. Voilà, et cette semaine, je me sens sous endorphine, encore plus forte que d'habitude, et capable de gravir des montagnes. C'est incroyable. L'un des plus beaux, je trouve, apprentissages avec la course à pied, en tout cas c'est une expérience personnelle et je ne sais pas si vous la partagez, mais ça nous apprend à ne pas abandonner, je trouve. Ça nous apprend que quand c'est dur, il faut continuer, que c'est ce refus de l'abandon et de s'accrocher, et au final on peut atteindre des choses qu'on n'atteint pas, et quand on a compris ça, c'est quelque chose qui nous sert un peu partout, quoi. Il y a quelque chose qui j'ai absolument envie de parler, et qui est assez marquant dans votre parcours familial, c'est évidemment, et on en avait parlé lors de ta première interview, Justine, c'est le Marathon des Sables. Alors pour rappel, c'est 100 km, plus de 100 km divisé en 3 étapes sur 4 jours en plein désert. C'est un défi qui forcément a dû vous demander de puiser dans vos réserves physiques et mentales. Or, on sait que fatigue extrême et bonne humeur, ça fait pas forcément bon ménage. Je suppose que, surtout quand on court en famille, quand on court avec des amis, avec des copains, on a tendance peut-être à plus se retenir. Ouais. Mais quand on est en famille, il n'y a pas de filtre, on va dire. Voilà. Donc, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des petites tensions, des petites disputes ? Ou alors, au contraire, tout a glissé, tout était merveilleux, sans tabou ? Comment ça s'est passé ? Je me tourne vers ta maman parce que peut-être... comment on fait dans ces cas-là ? Le premier Marathon des Sables 2018, donc on était toutes les deux avec Justine. Et c'est vrai que Justine, je connais un peu son caractère. Elle a l'air cool comme ça, mais... Arrête. Non, mais bon, quand elle est dans le dur et tout, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr, c'est comme tout le monde de toute façon. Bon, moi aussi, je suis dans le dur des fois, mais sauf qu'en effet, je préfère me taire, mais il ne faut surtout pas perdre d'énergie. Donc, on n'a pas le temps et il ne faut pas commencer à se dire, ça ne va pas, quoi. Sinon, ça empêche aussi les autres d'avancer. Donc, non, finalement, Justine, elle avait compris que si ça n'allait pas, elle parlait, mais elle parlait toute seule, quoi. De toute façon, elle parlait à un mur parce que, surtout, je ne réagissais pas. C'était la meilleure solution, je crois, parce que sinon, on y perd de l'énergie toutes les deux, là. Enfin, moi, je me souviens, c'était pendant cette deuxième étape de 66 km, donc en 2018. Et maintenant, c'est un peu moins. Mais 66 km, franchement, ça avait été hardcore. Enfin, j'ai envie de le dire, c'est la course la plus dure que j'ai fait de ma vie. On a mis 20h, 21 minutes pour que vous vous projetiez un petit peu. On était parti à 9h30 le matin, on est arrivé à 5h du mat le lendemain matin. Et c'est vrai que tout le long, je suis plutôt good vibes. On est plutôt good vibes, on aime bien parler de plein de choses et tout pendant la course. À 23h, j'ai eu un down de l'espace. Genre vraiment, je pense que j'avais super faim, parce que déjà, on grignotait à peine pendant la course, on s'était pas arrêté manger. Et j'étais dans une fatigue. Alors, je me souviens de ce switch que j'ai eu dans mon cerveau où j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et je me souviens que oui, j'aurais été avec des amis, avec des gens ou des gens que je connais pas, clairement, je l'aurais pas pesté. Mais le fait d'être avec ma mère, c'était un peu, j'avais envie de lui faire payer qu'on soit là toutes les deux et que je me faisais chier et j'en avais marre d'être là. Du coup, je râlais. Et à un moment, je me souviens, elle m'a dit, Justine, tu arrêtes déjà parce que tu bouffes ton énergie à râler.
Et en plus, tu m'empêches d'avancer. Donc, fais ce que tu veux, mais je ne t'écoute pas. Et si tu as besoin qu'on s'arrête manger, on s'arrête manger. Et on s'est arrêté pendant une heure. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes écouteurs. Je mets rarement de la musique en fait pendant les courses, mais là, c'est le moment vraiment où il a fallu se mettre dans ma bulle. Enfin, j'ai dû me mettre dans ma bulle complet. Et le fait d'avoir de la musique, tu te dis bon, ok, j'écoute la musique et je me concentre uniquement sur ça et pas du tout sur mes petites douleurs et ma mauvaise humeur. Et après, en fait, on s'est arrêté en pleine pampa. Je me souviens à minuit, on a sorti la popote, on a sorti fait un aligot et on a fait de l'aligot en pleine pampa. Et en fait, ça nous a requinqué. On a enlevé nos chaussures, on s'est massé les pieds, on avait super mal. Et ça nous a requinqué. Donc en fait, parfois, il faut aussi être capable d'écouter son corps en pleine course et s'arrêter. Et ce qui est génial, c'est que maman du coup était hyper solidaire parce qu'elle n'avait pas spécialement envie de s'arrêter à ce moment-là, mais ça nous a fait un bien fou. Et on est reparti. On avait encore 6 heures de course. Donc je dis pas que les 6 heures qu'on suivi ont été faciles, mais au moins j'étais de meilleure humeur. Alors entre Olivier et Julia, qui c'est qui se plaint le plus dans les courses? Dans les courses Entre nous 4 Je dirais ma voisine, non? Non, arrête, c'est pas moi. Bon, arrête. À la MCC, je me suis pas plaint une seule fois. Ah non, c'est vrai. Là, tu volais. Non, en fait, mais c'est surtout que le Half Marathon Non. des Sables, c'était ma première vraie course Bien sûr, difficile. Et je pense que maintenant, j'accepte beaucoup plus la douleur. Mon mental sûr, est de plus en plus fort. Et donc, je me vois plus du tout me plaindre, en fait. Non, t'étais maintenant, trop dans les petite, en fait. dernières courses. En 2018, t'étais trop En petite. 2018, j'étais encore trop jeune. C'est ça. Et qui c'est qui remonte le plus le moral des troupes, qui est plutôt à avoir le bon mot, à être dans l'écoute? Est-ce que c'est qui joue ce rôle-là dans la famille? Je dirais que c'est toi, maman. Ouais, quand même. Ouais, c'est toi. Après, papa, il est toujours good vibes, ça c'est clair. Genre vraiment, lui, c'est toujours... il râle jamais. Clairement, il râle jamais. Ou il râle, mais dans sa douleur, et c'est plutôt drôle, en fait. Et puis... lui, en fait, il s'écoute beaucoup, donc il sait s'écouter, donc il sait que si son corps, il a mal au genou, un truc comme ça, et qu'il doit aller moins vite, il va pas se faire mal à nous suivre. Il dit les filles, avancez, je vais à mon rythme, on fait ce qu'on peut. Et en fait, il a une faculté à marcher vite, à nous rattraper hyper vite. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se perd jamais de vue. En fait, on court pas spécialement ensemble, mais on se regarde et on s'assure en fait qu'on n'est pas loin l'un des autres. Et ouais, je pense que c'est quand même good vibes et on est toujours là pour se remonter un peu le moral. Parfois, Julia, elle râle un peu, mais du coup, toi, t'as le bon mot aussi pour lui remonter le moral. Mais l'ultra, c'est aussi un peu à l'image de la vie, c'est-à-dire qu'on part avec de l'euphorie, puis il y a des difficultés, on a envie d'abandonner, on n'arrête pas, on a mal, et puis finalement, à la fin, mais il y a des parallèles qui sont très, très flagrantes aussi avec la vie. Au moins c'est rassurant, on voit que dans la famille Hutto, c'est pas toujours tout rose, c'est comme une famille normale, exactement, il y a des hauts, il y a des bas, et je fais pas de ça story nous arrive quand de râler. Je râle jamais en story parce que j'oserais pas, mais clairement, croyez-moi, je râle aussi. Justement, il y a une question que je me pose, parce que je suis coureur à pied, je suis pas très compétiteur, mais c'est vrai que j'aime bien améliorer mes chronos, j'aime bien aussi progresser, parce que c'est ça aussi qui me donne de la motivation, quand on voit finalement qu'on est bon dans un domaine et qu'on progresse, c'est une source de motivation aussi, et puis ça renforce aussi la passion. Mais justement, vous êtes plutôt pas forcément focus sur la performance, vous avez plutôt choisi de faire la quasi-intégralité des courses auxquelles vous participez du début à la fin tous ensemble. Je me doute que finalement c'est beaucoup de bonheur parce que c'est le partage, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de frustration des fois de se dire allez, j'ai envie de les lâcher, j'ai envie aussi, je me sens très très bien, et puis on se retrouve. Est-ce que c'est quelque chose que vous préférez rester ensemble, ou est-ce que peut-être des courses dans l'avenir vous envisagez chacun faire un peu sa course de son côté, se retrouver à la fin? Comment vous vivez ça? Ça dépend sur quelle course en fait, parce que le Half Marathon des Sables, on s'est toujours dit qu'on finirait, on passerait les finish lines ensemble. Donc là, c'est évident que même s'il y en a un qui est un peu plus loin et tout, on l'attend. La preuve, la dernière fois, c'était Justine qui était un peu dans le mal. Donc du coup, moi, je suis restée avec elle, et Julia et Olivier étaient devant. Ils nous ont attendus sur la ligne d'arrivée d'ailleurs. Voilà, c'est ça, pour la passer ensemble. Donc ça, c'est des longues courses. C'est très très fort. Ouais. Là, des courses plus courtes, marathon, tout ça, là, c'est vrai qu'on part ensemble, on essaye de rester ensemble, mais c'est difficile d'être au même rythme tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je pars devant, et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière. Mais bon, à ce moment-là, c'est pas trop grave. Enfin, je pense. Je sais pas. En fait. Non, et la MCC, on savait qu'on était quand même, les trois filles, on était quand même assez en forme. Olivier, on savait qu'il avait des problèmes de genoux, donc dans la descente, ça allait être compliqué. Et je sais aussi qu'il n'aime pas qu'on l'attende dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut culpabiliser aussi finalement, voilà, et on peut avoir l'impression d'être un peu, voilà, le boulet, mais de retarder tout ça. On n'avait pas envie de le laisser seul, mais en même temps, lui... ne se sentait pas de nous bloquer au fait. Donc il nous le dit dès le départ, en fait. On le savait que c'était comme ça, donc je pense qu'il nous en veut pas si on a passé la ligne d'arrivée sans lui. Mais bon, on était content de le voir arriver très vite quand même. Il était pas loin derrière finalement. Mais c'est vrai qu'en fait,
c'est quand même une difficulté de vouloir rester tous ensemble, de vouloir s'attendre. Moi, je l'ai vécu même pendant la MCC. À un moment, on était tous en train de marcher et en fait, j'en avais clairement dans les jambes. J'avais qu'une envie, c'était de courir. Bon, finalement, je suis passée un peu devant, j'ai couru, je les ai attendus après au ravito. En fait, c'est juste qu'il faut savoir quel est l'objectif de cette course. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment le plaisir et de passer cette ligne d'arrivée ensemble et bien, ou est-ce que c'est de se mettre un peu dans le rouge? Et j'ai d'autres courses, des semi-marathons, par exemple un semi de Paris qu'on a fait tous ensemble. On a passé la ligne de départ tous ensemble et en fait, je me sentais trop bien et j'avais qu'une envie, c'était de me tester un peu sur un chrono. J'ai tracé et je l'ai passé en 1h53 et j'étais trop contente de le faire seule. Donc ça dépend vraiment des courses. Après les trails, le paysage est tellement incroyable, il y a des choses tellement dingues que c'est un bonheur de le partager. Là, après, j'ai envie de dire, on n'en a pas fait tant que ça, puis le Covid nous a un peu retardé. Peut-être que l'année prochaine, si jamais je me retentais sur cette même course, la MCC, j'aimerais tester un peu et voir mes capacités, si je suis capable de mettre moins de temps. Mais il y a un vrai bonheur à le partager en famille. En fait, c'est vraiment, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Mais moi, j'aime beaucoup justement cette culture du partage. Dans le podcast, on a vraiment à cœur d'accueillir des personnes qui ont des motivations différentes avec la course à pied. Et je pense que le partage, c'est très, très important. Et d'ailleurs, on peut manger le meilleur restaurant au monde, mais si on est tout seul à le déguster, ça n'aura pas la même saveur. Je peux vous donner la meilleure bouteille de vin si vous la buvez tout seul, ou le meilleur paysage, le meilleur coucher de soleil si vous êtes tout seul. Voilà, on a déjà aussi dans des beaux hôtels avec le travail, mais quand on est tout seul, ça n'a pas vraiment de sens. Donc cette notion de partage, effectivement, elle révèle les choses et de pouvoir le vivre dans la course à pied, et ça se prête particulièrement au trail. Je pense que c'est quelque chose de fort et que vous avez tout intérêt effectivement à conserver. Et puis de temps en temps, pourquoi pas se faire plaisir. Exactement. Après, dans la famille, on n'est pas du tout des solitaires. Je pense qu'on est tous, on déteste être seul, on adore partager plein de choses. Donc en fait, ça reflète vraiment aussi notre personnalité de pas spécialement aimer courir tout seul dans sa bulle et d'adorer être là, à se faire des blagues, à se regarder, à se faire des sourires et juste à se motiver, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent que la course à pied, c'est un sport solitaire, et c'est vrai qu'il y a une notion solitaire et qu'il faut avant tout compter sur soi-même, et c'est ça qu'on aime généralement avec la course à pied. Surtout à l'entraînement. Et surtout à l'entraînement, parce qu'il faut y aller. Mais généralement, et tous les coureurs, même je parlais avec des marathoniens de très haut niveau, finalement, quand on leur parle d'un marathon, ce qu'ils retiennent, c'est les coéquipiers avec qui ils se sont entraînés, quand ils étaient un peu dans le mal, et c'est ça aussi qui ressort. Donc c'est intéressant de remettre le focus à cette notion de partage qui est pour moi essentielle. Je vous suis depuis quelques années, et puis j'ai remarqué que finalement vos goûts, votre pratique, et on en parlait à l'instant, elle a quand même assez évolué. Au début, vous étiez beaucoup sur les courses sur route, marathon, semi-marathon, et puis là depuis quelques mois, c'est vraiment le trail qui semble vous animer. Qu'est-ce qui vous plaît autant finalement dans cette discipline du trail? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait un petit peu la bascule? Donc moi, la bascule, elle a eu lieu en 2018 à peu près. Je pense que c'est un trailer, au fait, Vincent Viette, qui proposait de faire le circuit des 25 bosses à Fontainebleau. Et on habite pas très loin de Fontainebleau, donc je connaissais pas du tout ce circuit. J'ai dit à mon mari, tiens, j'ai très envie d'y aller. Donc on est parti là-dessus, et au fait, c'était très très bien organisé. On l'a fait, notre trail, et on était ravis. Et on s'est dit, c'est bon, on veut faire autre chose. Donc on a fait l'éco-trail de Paris, qui était bien, mais bon, c'est vrai que c'était le petit format et on était quand même pas trop dans la nature. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on aimait, c'était être dans la nature. Donc je pense que le trail, c'est ça la différence avec le béton, c'est que on voit des paysages et tout, et moi je peux plus faire de la route, enfin je peux plus faire le tour de quartier juste autour de ma maison, c'est pas possible, quoi. Même si je veux m'entraîner, je vais toujours essayer de regarder, tiens, il y a peut-être encore des coins que je connais pas, je vais y aller et tout. C'est vrai que c'est vraiment le plaisir d'aller dans la terre, même dans la boue des fois, ça dérange pas, d'avoir du dénivelé aussi, voilà, de pouvoir choisir, je marche quand je peux plus, je cours quand je peux, enfin voilà, c'est beaucoup plus diversifié au fait. Il y a moins de pression aussi, du chrono, il y a ça, même la préparation, ça peut-être implique beaucoup moins de pression, et c'est vrai que plus en plus de gens sont séduits par le trail, et c'est quelque chose qui se développe énormément, et ça correspond vraiment à des attentes et un mode de vie. Toi, Justine, le trail, c'est pareil, tu as été séduite, et c'est quelque chose aujourd'hui qui te plaît. Est-ce que tu dois continuer un peu sur la route, ou maintenant c'est trail? Je pense que je ferai toujours un peu de route, parce qu'en plus en habitant à Paris, à un moment on en fait forcément, et puis il y a toujours mettre un dossard pour un semi-marathon, un marathon sur route, il y a quand même quelque chose de sympa. Mais en trail, tu es là, tu regardes les paysages, tu marches en montée, en effet, tu cours en descente. Et comme dit, c'est ça, vraiment, c'est beaucoup plus varié. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir. Et il y a une autre chose qui est différente, c'est que je trouve que les trailers sont beaucoup plus respectueux que les coureurs. En tout cas, la différence, c'est dans les courses. Dans les trails que j'ai faits,
il n'y a aucun papier par terre, il n'y a aucun déchet qui va être jeté. Les trailers, même s'ils ont des courbatures qui sont 140 bandes dans les pattes, ils voient un pull par terre, ils vont le ramasser et le donner à un supporter. Après, parce que tu as moins aussi la notion chronométrique aussi, qui fait que tu peux t'arrêter finalement, que sur marathon, bon, c'est plus... Ouais, tu vois, j'ai un exemple en tête, le Marseille-Cassis, une magnifique course. Très bien, ça, c'est une course sur route, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Le long de la Gineste, alors là, il y a un paysage qui pourrait presque être un paysage de trail, en fait, c'est sublime, sauf qu'on court sur béton. Mais le nombre de personnes, de coureurs que j'ai vu jeter genre des petits gels par terre ou quoi, j'ai trouvé qu'en fait, les coureurs sur béton étaient peut-être moins respectueux de la nature, et ça fait vraiment partie de nos valeurs dans la famille, d'être aussi éco-responsable, hein, c'est aussi en lien avec ma marque. Et donc j'ai trouvé aussi des différences dans les valeurs des coureurs, des trailers vs les coureurs. Alors tous les coureurs ne sont pas comme ça, hein, je ne veux pas du tout stigmatiser, mais il y a beaucoup plus de respect, de bienveillance et de fun à faire du trail que de la course à pied. Mais historiquement, on va dire que je pense que les coureurs à pied ou les coureurs trailers, on est globalement, la plupart des gens, c'est notre terrain d'entraînement. Qu'on court sur route, on vit dehors. Et le surréchauffement climatique, c'est un sujet qui concerne tous les sportifs, puisque s'il fait trop chaud, vous ne pouvez plus vous entraîner. Donc, je pense que vraiment, tous les coureurs sont assez sensibilisés à ça, sauf que c'est pas natif dans la course sur route. Pendant très longtemps, personne ne se posait la question, parce que finalement, c'est assez récent. Et donc, à contrario peut-être du trail, où on court dans des parcs naturels, des réserves, où tout de suite, les gens étaient sensibilisés à ça. Et heureusement, depuis notamment le Schneider Electric Marathon de Paris, qui a beaucoup... fait de pédagogie, et il faut continuer justement cette pédagogie sur les coureurs sur route et même on voit si tu vas courir, moi j'habite Paris aussi, et vers Longchamp, l'hippodrome, on voit encore les gels et tout, et c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais c'est quelque chose qui commence vraiment à changer, parce que les gens sont sensibilisés à ça, et c'est une très très bonne chose. Après, je pense que les coureurs aussi, il y a moins peut-être de clivage aujourd'hui. Moi ça me donne envie peut-être d'aller faire un trail l'été, mais l'hiver j'aime bien aussi rester sur route. J'aime bien, pourquoi pas, peut-être demain faire un triathlon, et je pense qu'il y a moins de sillons aujourd'hui. Finalement, on est coureur avant tout. Les deux. Voilà. C'est ça. Et puis on n'a pas envie de choisir entre je suis trailer, je suis triathlète, je suis coureur sur route. Si demain j'ai envie d'aller faire un triathlon parce que j'ai envie de me lancer ce défi-là, j'y vais. Et puis j'ai pas à me sentir illégitime, ou si j'ai envie de faire un trail, je veux diversifier ma pratique, je veux vivre des expériences, je veux vivre des émotions fortes. Et pourquoi je devrais me cantonner à une culture plutôt qu'une autre? Et les gens aujourd'hui, ils n'hésitent pas. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Le but, c'est d'enfiler les baskets. Exactement, et de faire du sport et vivre plein d'émotions différentes et pas de se lasser. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à un autre sujet qui me paraît assez évident, c'est l'entrepreneuriat, parce que je crois que c'est quand même un sujet qui est assez de famille. Justine, toi, tu es la cofondatrice de la marque Respire, que tu as lancée en 2019, je crois, et qui a rencontré quand même un succès assez fulgurant, puisque on retrouve tes produits aujourd'hui un petit peu partout. On avait déjà évoqué avec toi cette success story dans le précédent épisode. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, mais je vais me tourner vers ta maman, parce que tu nous avais dit dans cet épisode que je crois que tu avais refusé un CDI dans une très grande boîte de cosmétiques français du CAC 40. C'était dans le sport. Dans le sport. C'était dans le sport. Dans le sport. C'était pour les étoiles du sport. Donc en plus, c'était pour travailler avec des athlètes. Un peu le métier de rêve, de rêve, où on sort un peu de l'école, on manque d'expérience. C'est réel, à 20 ans, l'expérience, même si on a beaucoup d'assurance, c'est ce qui nous sauve, mais on fait quand même plein d'erreurs et on a besoin d'avoir du vécu. Du coup, toi, comment est-ce que tu as réagi, Justine, quand elle a décidé de décliner ce CDI pour lancer sa marque, un peu comme ça, et c'est normal. Les parents, on veut la sécurité, on veut et c'est normal, parce que finalement, on est un peu comme ça. Quand tout se passe bien, si on part en vacances, si tout se passe bien, on va pas appeler nos parents, mais dès qu'on a une galère, le premier qu'on va appeler, c'est nos parents. Donc c'est vrai que on est un peu comme ça. Donc les parents, ils ont toujours envie de se dire prends pas trop de risques sur la sécurité. Donc comment est-ce que tu as vécu ça, toi? C'était exactement ça. On s'est dit, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Elle est un peu jeune, là, elle sort tout juste des études, là qu'elle veut lancer son entreprise, alors qu'en effet, elle pourrait être salariée dans une boîte qui paraissait très bien d'ailleurs. Donc en fait, on était un peu tiraillés entre les deux, mais elle avait l'air tellement sûre d'elle. En tous les cas, on savait qu'elle avait vraiment envie de ça, quoi. Donc elle a dit, de toute façon, j'y vais quand même, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je referai autre chose, quoi. Donc finalement, on lui a fait confiance, hein, et pourtant Dieu sait que au moment du crowdfunding, tout ça, on s'est quand même posé quelques questions, mais bon, finalement ça a démarré. Alors là, c'est vrai que c'est parti
de plus en plus fort, quoi. On a été assez surpris. C'est vrai qu'on est très fiers, évidemment, de tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je me rappelle quand je vous ai annoncé, je vais lancer un déodorant naturel. C'était surtout ça quand je vous l'ai dit. Je me souviens de ta tête, maman. Genre, t'étais là, quoi? Attends, mais pourquoi faire? Enfin, j'avais l'impression que mon déodorant était très bien, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on a eu quand même cette discussion où c'est pas qu'ils comprenaient pas, parce qu'en plus, ils ont tous les deux la fibre entrepreneuriale dans la famille. On a pas mal d'entrepreneurs. Donc, ils comprenaient que j'avais envie de me lancer, mais c'était plutôt, ils me posaient des questions de pourquoi tu veux aller là-dedans. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je pense qu'ils ont, même si j'hésitais et que j'avais besoin un peu d'avoir leur amont, enfin, leur aval, qui me disent vas-y, fonce. Je pense qu'ils ont senti que j'étais à fond. Et je me souviendrai toujours que, en fait, peu de temps après que je leur ai dit j'ai envie de me lancer, et voilà, j'hésite, mais j'ai envie d'y aller, tous les deux, ils m'ont dit écoute, on va t'aider et on va te faire une reconnaissance de dette. Donc, en fait, ils m'ont prêté de l'argent et on a fait un petit contrat, un petit papier qui dit que je leur rembourserais. Mais c'était génial parce qu'en fait, je sortais de mes études. Finalement, j'avais pas spécialement d'argent pour me payer. Enfin, voilà, j'avais pas d'argent pour vivre. Et du coup, ils ont pu me prêter de l'argent et donc j'ai pu me lancer sans avoir cette contrainte de me dire mince, comment je vais faire financièrement pendant les prochains mois. Après, ils me connaissent. Mon père m'appelle le petit bulldozer depuis que je suis petite. Et ils savent que quand je me lance dans un truc, je me lance pleine balle à fond et que j'y crois et qu'en fait, généralement, je reste pas à patauger dans quelque chose si ça marche pas. J'essaye toujours de trouver des solutions. Donc, je pense qu'ils avaient aussi confiance là-dedans sur le fait que si ça marche pas, j'allais vite retourner ma veste et trouver autre chose, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si vous n'étiez pas convaincu, on peut le dire aujourd'hui, par ce projet entrepreneurial qui était sur le papier pas gagné d'avance, en face, il y a quand même des concurrents un peu solides, hein, donc c'est pas forcément évident. Et puis voilà, le cosmétique, c'est pas non plus un monde que tu je maîtrisais pas. Voilà, que tu, à l'époque en tout cas, que tu maîtrisais pas beaucoup, même si tu es tempérament passionné. Donc quand on est passionné, on se renseigne surtout et ça va très vite, l'apprentissage. Faut jamais sous-estimer notre capacité à apprendre quand on est passionné. D'ailleurs, souvent, des fois on est surpris. Ça va très très vite. Et même si vous n'y croyez pas, finalement, vous avez quand même décidé de la soutenir. Vous avez pu dire, écoute, fais ce que tu veux, mais bon, moi, je vais pas mettre de billes dedans, je vais pas essayer de t'aider. Et je pense que c'est aussi un trait entrepreneurial, parce que l'entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un souvent qui a la capacité de, même s'il n'est pas convaincu à 100%, même si il est capable aussi de se dire, ok, je vais faire confiance, je vais y aller, et on va prendre des risques. Et c'est ce qui est le plus dur devant. Mais souvent, on est dans un parcours, on se rend, ça, j'y croyais pas, mais finalement, j'ai laissé faire et je me suis rendu compte que c'était une bonne chose. Et heureusement que je l'ai fait. Mais c'est pas un tempérament que tout le monde peut avoir. Donc c'était bien de pouvoir quand même la soutenir et voilà, de vouloir quand même prendre part à l'aventure. De toute façon, ça, on a toujours été dans le sens de nos filles, quoi. La sœur de Justine, donc Julia, avant, avait déjà voulu partir un an aux États-Unis avant son bac. Pareil, elle a décidé de faire ça. On n'a jamais mis des freins. On a toujours laissé faire ce qu'elle voulait. Justine voulait partir au Canada faire ses études, alors qu'elle était prise dans des prépas à Paris. Mais non, on était à fond. On a toujours été dans le sens des enfants, quoi. Vous voulez faire ça, allez-y, mais faites-le à fond. Et c'est vrai qu'elles ont toujours tout fait à fond. Et finalement, tant mieux. Et elles réussissent plutôt bien. Donc, on peut être que fiers, au fait. Et puis, j'y pense, mais c'est vrai qu'au début de Respire, donc c'est vrai qu'ils m'ont fait cette reconnaissance de dette. Mais surtout, là où ils ont été top, c'est qu'ils m'ont soutenu en me mettant à disposition tous les contacts qu'ils avaient qui pouvaient potentiellement m'aider dans leur réseau pour lancer ma boîte. Et surtout, le jour où j'ai lancé ce crowdfunding, donc ils étaient peut-être pas encore convaincus à 100%. Mais alors, je me rappelle qu'ils avaient mis à disposition les adresses mail de tous leurs contacts, que ce soit des proches, des amis pas vus depuis longue date ou des amis d'amis. Et en fait, ils ont envoyé à tout le monde mon crowdfunding pour s'assurer que ce soit un succès et qu'il y ait aussi des gens que eux connaissent qui puissent me soutenir. Donc, c'est ça qui a été génial, en fait. C'est ce soutien familial dans l'entrepreneuriat. Et c'est clairement grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est très touchant et félicitations, et j'espère que ça inspirera peut-être les futurs parents de faire confiance et de soutenir à 100%. C'est pas un secret, le succès de Respire, il est aussi dû à la notoriété de Justine et sa capacité à maîtriser l'école, les réseaux sociaux, à partager et aussi à partager toute son énergie, tout son sourire. Malheureusement, on sait que Internet, les réseaux sociaux, surtout quand on commence à grossir et que
voilà, le succès au rendez-vous, pas forcément tout le monde est bienveillant. Justine, du coup, tu es très exposée. On parle souvent dans les médias de faire attention aux enfants, à la surexposition. Comment est-ce que toi, Nathalie, tu vois les choses? Est-ce que ça t'a pas donné aussi un petit peu d'inquiétude, cette exposition sur les réseaux sociaux, d'autant plus que maintenant, un peu toute la famille aussi qui est exposée grâce ou à cause de Justine, je sais pas, mais est-ce que comment vous gérez ça? Parce que c'est aussi de la visibilité et que des fois la frontière entre le privé et le perso, elle est pas forcément évidente. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes par rapport à ça? C'est sûr qu'au début, Justine, dès qu'elle se faisait un petit peu attaquer, c'est sûr, allô papa, allô maman, voilà. Donc avec les larmes et tout ce qu'il faut. Après, maintenant, elle s'est un petit peu habituée. C'est vrai qu'on lui a dit, après tout, c'est les réseaux, c'est de l'écrit, quoi. Ce sont des gens qui ne te connaissent pas, au fait. C'est au travers un écran. Donc, en fait, c'est trop facile de critiquer quelqu'un sans connaître la personne. Et imaginons, cette personne-là serait en face de toi, elle n'oserait jamais dire ce qu'elle pense par rapport à tout ce qu'elle met comme saleté, finalement, par écrit sur Instagram. Et puis, finalement, je pense qu'on l'a rassurée par rapport à ça. C'est vrai que c'est arrivé pas mal au début, puis maintenant je pense qu'elle a pris l'habitude, donc elle gère ça très bien. Puis il y en a beaucoup moins. Maintenant il y en a moins, voilà, déjà, et puis elle nous appelle plus spécialement parce qu'en fait elle s'est gérée par elle-même, donc je pense qu'elle se débrouille très bien là-dessus, et puis voilà quoi. Donc non, il faut pas attaquer comme ça gratuitement, quoi. C'est trop facile d'attaquer sur les réseaux quand on connaît pas les gens. C'est vrai que ça peut blesser quand même beaucoup, donc faut vraiment faire attention. Tu as réussi à prendre du recul un peu sur tout ça, parce que je suis aussi un petit peu sur les réseaux et je sais que on a toujours un discours parce qu'on veut montrer qu'on est fort et qu'on n'est pas atteint, mais néanmoins il y a un biais aussi de négativité, et même si on a 50 messages positifs, il faut pas nier que c'est un pouvoir de nuisance, et d'ailleurs ces personnes-là le savent, c'est pour ça qu'il faut jamais leur donner de l'intérêt, mais c'est quelque chose qui est pas forcément simple, et ça détruit même certaines personnes. Donc toi, qu'est-ce que tu as mis un petit peu en place? C'était quelque chose qui était naturel, tu t'es dit tiens ça y est, ou finalement tu as réussi un peu à prendre du recul et à faire la part des choses? J'ai dû vraiment travailler pour réussir à prendre du recul, parce que je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur, beaucoup, mais je pense comme beaucoup de personnes. Et donc, les premières critiques que j'ai eues, c'est sûr que mes parents, heureusement qu'ils étaient là, mes proches, pour m'entourer, pour me redonner confiance, parce qu'en fait, c'est ça, comme tu dis, tu as 100 messages positifs, puis tu en as un qui est négatif, et ça suffit pour te faire perdre confiance en toi. Donc, il a fallu que mes proches m'aident à reprendre confiance, et surtout, il a fallu que je trouve le moyen de prendre du recul et de trouver comment répondre ou comment réagir. Alors, parfois, il ne faut pas réagir, parfois, c'est juste... c'est gratuit et ça sert à rien et il n'y aura pas de débat. Et parfois, c'est des critiques constructives qui peuvent être très négatives, mais quand même constructives. Donc, il faut aussi être capable de répondre. Puis parfois, ça peut aussi créer un bad buzz, parce que finalement, ça va faire réagir d'autres personnes et puis ça va s'envenimer. Et donc, ça a été plutôt sur LinkedIn que j'ai vécu ça au tout début. Et donc, il a fallu que je prenne du recul et surtout que je me crée ma carapace. Alors, j'ai été pas mal accompagnée, donc je le disais, de mes proches, de mes parents et d'un coach en management qui m'accompagne depuis août 2019. Et qui m'a aidé à prendre conscience que dès que tu t'exposes, forcément, avec la visibilité, il y a un moment où il peut y avoir un retour de médaille. Voilà, il y a des gens qui vont te critiquer. Mais créer ta carapace, et en fait, comme disait maman tout à l'heure, c'est des personnes qui ne me connaissent pas vraiment. Et qui attaquent la Justine des réseaux sociaux, qui attaquent Justine, la fondatrice de Respire, mais qui attaquent pas vraiment Justine Hutto, la personne que je suis, parce qu'ils me connaissent pas et ils m'ont jamais rencontrée. Donc, puis probablement ils diraient jamais ça s'ils te rencontreraient en vrai. Ils diraient jamais ça. Donc c'est réussir à prendre du recul. Après, c'est réussir aussi à rassurer les personnes, parce que moi, ce qui a été difficile, c'est que quand il y a des critiques comme ça, s'il y a des personnes qui le lisent, qui me faisaient confiance et qui, en lisant ça, tout d'un coup perdent confiance et donc commencent à avoir des doutes, des interrogations, en fait, il faut aussi que je sois capable de me justifier. Donc c'est ça qui a été plutôt difficile, c'est comment prendre la parole là-dessus, comment se justifier. Alors après, j'ai aussi pris conscience que personne n'est parfait, qu'on fait tous des erreurs et que... se donner le droit aussi de faire des erreurs, s'accorder le droit, j'ai pu me tromper, j'ai pu... Et en fait, l'assumer et juste prendre la parole et être capable de montrer qu'on va évoluer, qu'on va améliorer les choses. Et voilà, donc, mais c'est sûr que je pense que c'est pas facile, et je pense que pour des parents, ça n'a pas été facile, parce que j'ai eu quelques articles qui ont été écrits qui font un peu mal. Parfois, on a même, je me souviens, mon père qui avait réagi un peu à chaud. On avait écrit, il me semble, il y avait un commentaire, il y avait écrit Hutto bullshit. Et mon père, il l'avait trop mal pris qu'on avait écrit le mot bullshit à côté de notre nom de famille. Et donc voilà, c'est juste, parfois, il y a des choses drôles. Je sais, ma maman aussi, des fois, a tendance à répondre un peu aux critères. D'ailleurs, je lui ai interdit de le faire. Je lui ai dit, je vais te bloquer si tu continues à répondre. Mais je pense
que c'est intéressant parce qu'on peut tous être confrontés à la critique, peu importe après, que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie personnelle, ses voisins, c'est quelque chose où on est tous confrontés. Puis je pense qu'on n'est pas tous aussi égaux en fonction de notre parcours, en fonction de l'histoire qu'on a eue. C'est sûr que si vous étiez un jeune enfant, que vous avez peut-être des difficultés, qu'on vous a beaucoup critiqué à l'époque et que vous avez ensuite réussi à faire quelque chose auquel vous êtes fier, évidemment que la critique, vous allez beaucoup moins l'accepter que quelqu'un qui finalement n'a jamais été exposé à ça. Il va prendre beaucoup plus de recul parce qu'en fait, vous ne l'acceptez plus. Et je pense qu'il y a les autres, mais il y a aussi un travail sur soi-même parce que les autres ne changeront pas. Des haters, il y en aura toujours. Il y en avait il y a 50 ans, il y en a 105 ans. Donc, c'est notre capacité aussi à essayer de prendre du recul, analyser pourquoi ça nous a fait du mal. Et puis finalement, quand on a fait ce travail-là sur soi-même, se rendre compte que voilà, mais ça passe par soi parce que les autres, on ne pourra pas les convaincre. Je pense qu'il y a des gens qui vont te reprocher des choses. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec eux et même c'est pas objectif et donc ça ne sert à rien. Donc on ne les changera pas et il ne faut jamais de toute façon essayer de changer quelqu'un parce que dans 99% des cas, ça ne marche pas. Et c'est plutôt à nous de le prendre, à s'interroger sur ça. Donc c'est un conseil intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. On va terminer bientôt. Ça fait presque 1 heure qu'on parle. Wow. On voit pas le temps passer. Il y a une question évidemment qui est traditionnelle et qu'on pose tout le temps et qu'on a déjà posée à Justine, mais elle a déjà répondu. Du coup, Nathalie, je me tourne vers toi. Cette question, c'est la suivante. Si tu avais la possibilité de remonter le temps et de t'adresser à la petite Nathalie de 11-12 ans et lui donner un conseil à ton propre toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à la petite Nathalie de 11-12 ans? Déjà, je me dirais quitte ta chambre et puis va dehors, va faire du sport et puis profite quoi, parce que c'est vrai que la vie est courte, on a de la chance d'être en bonne santé, donc profitons-en. Et puis voilà, après, je suis très contente de la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Donc j'espère que ça va continuer, les courses, le partage en famille, plein de souvenirs surtout, parce qu'il faut savoir que chaque course, c'est des souvenirs. Et puis les débriefs d'avant, les débriefs d'après, enfin voilà quoi, c'est vraiment un bonheur quoi. Donc la petite fille, voilà, je lui dirais, non, fais ce que tu fais, mais peut-être sors plus de ta chambre et va dehors, va faire du sport et voilà. Mais bon, finalement, je m'y retrouve pas mal, donc ça va. Ma vie de maintenant me plaît tout à fait. Et c'est quoi le prochain défi de la famille Luto Sportif? Est-ce que vous avez déjà un petit peu choisi la prochaine aventure? Ça y est, c'est déjà. C'est quoi? C'est déjà prévu. En C'est fait, le marathon des sables. On signe pour la 3e fois. Voilà, 3e fois. En fait, c'est un défi tellement incroyable que. Lequel marathon des sables? Fuerteventura. D'accord. Ouais, toujours. Ouais, toujours. On repart fin septembre du coup aux Canaries, du 26 septembre au 4 octobre pour les 120 km en famille. Alors est-ce qu'on va essayer de faire un meilleur temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va juste essayer d'encore profiter en famille? Ça c'est sûr. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci infiniment et j'en profite aussi pour remercier les équipes de la Folie Douce et On Running pour nous avoir accueillis dans leur magnifique établissement pour enregistrer cet épisode. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.